Nous voici aujourd'hui de l'autre côté de l'océan Atlantique, dans une nation qui a façonné l'imaginaire collectif mondial à travers son cinéma, son architecture imposante et sa vision de la modernité. Les États-Unis d'Amérique, cette superpuissance culturelle fascine le monde entier depuis des décennies. Mais l'Amérique ne se résume pas aux lumières scintillantes d'Hollywood, aux immeubles vertigineux de Manhattan ou aux étendues désertiques qui s'étirent à l'infini. C'est également un territoire où la violence peut atteindre des proportions sidérantes, particulièrement en raison de l'accès quasi illimité aux armes à feu sur l'ensemble du territoire. Ce droit constitutionnel de détenir une arme représente pour une partie de la population un pilier fondamental de leur liberté individuelle, tandis que pour l'autre, il incarne une menace quotidienne et omniprésente. Cette fracture idéologique divise profondément la société américaine et ouvre parfois la porte à des tragédies insoutenables. Les massacres collectifs sont devenus tellement récurrents dans ce pays qu'ils ne provoquent plus le même électrochoc médiatique qu'ils devraient. Pourtant, il y eut cette nuit particulière du 1er octobre 2017, le massacre le plus sanglant jamais perpétré sur le sol américain. Les événements se sont déroulés à Las Vegas, cette métropole du Nevada qui symbolise à elle seule le mythe du rêve américain. Durant ces heures terrifiantes, ce fameux American Dream s'est métamorphosé en un cauchemar dont les survivants porteront les cicatrices à jamais. Ce qui va se produire au cours de cette soirée maudite révélera non seulement l'horreur absolue d'une tragédie sans précédent, mais soulèvera également des interrogations qui, des années plus tard, demeurent toujours sans la moindre réponse satisfaisante. Avant de plonger au cœur de cette histoire tragique, il est essentiel de contextualiser la problématique des armes à feu aux États-Unis. Cette question explosive revient cycliquement dans le débat public et génère invariablement des débats passionnés, tant sur le plan sociétal que politique. Les statistiques de 2024 révèlent qu'environ la moitié des foyers américains possèdent au moins une arme à feu, ce qui représente approximativement 83 millions de citoyens armés à travers le pays. Paradoxalement, près de 2/3 de la population se prononce en faveur d'une législation plus contraignante concernant la possession d'armes, d'après les enquêtes d'opinion. Les fusillades collectives inquiètent de plus en plus une large frange de la population américaine, bien que la majorité des décès par arme à feu surviennent lors de violences interpersonnelles du quotidien. L'année 2023 a malheureusement établi un nouveau record macabre, avec plus de 650 fusillades répertoriées, parmi lesquelles 38 ont été classifiées comme tueries de masse. Cette classification de tuerie de masse s'applique lorsqu'un événement cause la mort d'au minimum 4 personnes. Qui pourrait ignorer l'existence de Las Vegas? Émergeant comme un mirage au beau milieu des étendues arides du désert du Nevada, cette cité extraordinaire est universellement reconnue comme l'épicentre mondial du divertissement et du jeu. L'argent y circule massivement dans d'innombrables établissements de jeux, tandis que les DJ les plus renommés de la planète se produisent dans des établissements nocturnes légendaires. Las Vegas incarne cette promesse de transformer radicalement un destin en l'espace d'un instant. Certains visiteurs y découvrent la fortune, tandis que d'autres y perdent jusqu'à leur dernière économie. Cette nuit fatidique, cette loi implacable du hasard allait se manifester sous sa forme la plus brutale et la plus tragique. En ce 1er octobre 2017, Las Vegas respecte ses promesses traditionnelles. Des centaines de milliers de visiteurs profitent et s'amusent, bénéficiant de l'offre pléthorique de divertissement que cette ville unique propose. L'attraction principale du jour est la 3e et ultime journée du festival country annuel, le Route 91 Harvest Festival. Ce rassemblement musical country existe depuis 2014 et se déroule dans l'enceinte du Las Vegas Village, qui longe le fameux Las Vegas Boulevard. Le site est stratégiquement positionné face à l'imposant hôtel Luxor et en diagonale du complexe Mandalay Bay. Les icônes de la musique country américaine s'y sont déjà produites. Thomas Rhett, Brad Paisley ou encore Luke Bryan ont foulé cette scène. En cette soirée d'octobre, jusqu'à environ 22h04, pas moins de 22 000 festivaliers dansent et chantent avec enthousiasme au son de la guitare du chanteur country Jason Aldean. Ces milliers de personnes insouciantes sont à des années-lumière
d'imaginer que les 10 prochaines minutes constitueront les moments les plus terrifiants de leur existence. Le 25 septembre 2017, dans le milieu de l'après-midi vers 15 h, un individu répondant au nom de Stephen Paddock fait son entrée à Las Vegas. Il vient de parcourir approximativement une centaine de kilomètres depuis son domicile de Mesquite, une modeste bourgade du Nevada. Il se dirige vers le comptoir d'accueil du prestigieux hôtel Mandalay Bay. Ce complexe hôtelier et casino figure parmi les plus imposants établissements de Las Vegas. Il comprend près de 4400 chambres et propose plus de 12 000 mètres carrés entièrement consacrés aux jeux d'argent. Chaque année, des milliers de visiteurs affluent pour tenter leur chance ou simplement profiter de ses multiples restaurants gastronomiques, boutiques luxueuses, salles de spectacle et installations aquatiques. Cet établissement emblématique incarne parfaitement l'exubérance et l'énergie débordante caractéristiques de Las Vegas. Cet homme de 64 ans, ancien comptable et agent immobilier dont la fortune personnelle avoisine les 2 millions de dollars, est un client régulier de l'établissement. Il bénéficie même du statut privilégié de client VIP en raison de ses habitudes de gros parieur dans le casino. La preuve de ce statut particulier, il obtient un service premium lui permettant d'accéder à sa chambre via un ascenseur privé avec 5 imposantes valises, escortées par un membre du personnel. D'après les témoignages du personnel de l'hôtel, Stephen Paddock était un client ordinaire, absolument pas problématique. Personne n'aurait pu anticiper qu'il était sur le point de commettre un acte d'une telle barbarie. Au cours de son séjour, il effectue de nombreux trajets entre son lieu de résidence et l'hôtel. Le jour suivant son arrivée, il réapparaît avec 7 nouvelles valises. Le 28 septembre, 2 valises supplémentaires montent dans sa suite, 6 autres le 30 et finalement 2 dernières le 1er octobre. Comptabilité faite, Paddock transporte une vingtaine de bagages volumineux dans une suite luxueuse d'environ 160 mètres carrés, située au 32e étage, la chambre numéro 3235. Cet hébergement haut de gamme dispose d'immenses baies vitrées, offrant une vue panoramique directe sur le légendaire strip de Las Vegas. Quelque temps après, il réserve également la suite voisine de la sienne, portant le numéro 3234, en utilisant l'identité de sa compagne. L'élément le plus dérangeant dans toute cette préparation, absolument rien n'éveille les soupçons. Durant ces quelques jours cruciaux, les systèmes de vidéosurveillance le capturent, se déplaçant sereinement dans le vestibule de l'hôtel, faisant l'acquisition de souvenirs et s'adonnant aux machines à sous exactement comme n'importe quel touriste lambda, à cette différence près qu'il s'apprête à massacrer froidement le maximum de personnes possible dans les heures à venir. Le 30 septembre, il installe sur les 2 portes d'accès de ses suites respectives un panneau « Ne pas déranger ». Ce 1er octobre 2017, Paddock demeure cloîtré dans sa chambre. Les données d'accès de l'hôtel attestent qu'il ouvre et referme à plusieurs reprises les portes de ces 2 suites entre 14h23 et 21h40 précisément. 21h59, Jesús Campos, agent de sécurité de l'établissement, reçoit une notification l'alertant qu'une alarme s'est activée au 32e niveau, indiquant qu'une porte de chambre est demeurée ouverte. Il emprunte l'ascenseur jusqu'au 30e niveau avant de gravir les 2 derniers étages par les escaliers. Une fois parvenu devant la porte donnant accès à l'étage concerné, il constate la présence d'une charnière métallique vissée entre la porte et le mur, rendant impossible son ouverture. Il communique immédiatement ce dysfonctionnement au service de maintenance via son talkie-walkie, puis décide de redescendre d'un étage avant de reprendre l'ascenseur jusqu'au 32e. Lorsqu'il débouche dans le corridor, il perçoit distinctement ce qui ressemble au bruit d'une perceuse électrique, au loin, émanant de derrière la porte de la suite 3235. Il progresse progressivement dans cette direction quand, brutalement, une série de détonations retentit et les projectiles transpercent la porte en bois dans sa direction. Il se précipite aussi rapidement que possible dans une petite alcôve située près de la chambre adjacente pour se protéger. C'est seulement à cet instant qu'il prend conscience qu'il est blessé. Il relève son pantalon et découvre du sang s'écoulant le long de sa jambe. Un des 35 projectiles tirés par Paddock l'a atteint. Mais comment Stephen Paddock a-t-il pu détecter qu'une personne approchait de sa suite ? Sa préparation méticuleuse incluait l'installation, quelques instants auparavant,
de plusieurs caméras de surveillance couvrant la zone, dont une dissimulée sur un chariot de service de chambre dans le couloir et une autre fixée à travers l'œilleton de sa porte d'entrée. Après avoir tenté d'éliminer la menace dans le corridor, il se dirige vers les immenses fenêtres de sa suite et les fracasse violemment à coups de marteau. Le festival s'étend maintenant devant lui à quelques centaines de mètres de distance. Son installation macabre est finalement opérationnelle. Il prend position, arme à la main. Le cauchemar va commencer à 22h05 précise, tandis que Jason Aldean interprète sa composition « When She Says Baby », des détonations rappelant des feux d'artifice ou des pétards viennent se superposer aux mélodies de guitare du chanteur country. Rapidement cependant, Jason Aldean ainsi que l'ensemble de l'audience comprennent qu'il s'agit de quelque chose de bien plus grave. Des coups de feu sont indéniablement en train d'être tirés en direction de la masse de festivaliers. Les réactions se succèdent dans le désordre le plus total. Certaines personnes tentent désespérément de fuir cette zone qui s'étend sur plus de 6 hectares. D'autres se jettent instantanément au sol ou cherchent frénétiquement un abri. Certains demeurent complètement paralysés par la terreur, incapables du moindre mouvement. Le chaos est absolu car personne ne parvient à identifier avec certitude la provenance exacte de ces tirs. Il devient donc impossible de déterminer dans quelle direction courir pour échapper à cette horreur en cours. En l'espace d'une seule minute, pas moins de 100 cartouches sont déchargées. À 22h06, Jesús Campos parvient à alerter l'hôtel par radio qu'un individu est retranché dans la chambre 32-135 et qu'il ouvre le feu sans hésitation. Détail anecdotique mais crucial, l'alarme qui a fait monter Campos à cet étage a été déclenchée accidentellement par une employée qui avait négligemment laissé sa porte entrebâillée. Cette erreur fortuite a donc permis à Jesús Campos de devenir un héros involontaire en localisant précisément la position du tireur. Quelques instants plus tard, à 22h08, Steven Shook, le technicien de maintenance qui a reçu la notification concernant un problème de porte au 32e étage, arrive tranquillement sur les lieux. Il ne soupçonne absolument rien de la situation en cours. Dans son esprit, il venait simplement résoudre un petit problème technique en quelques minutes. Il entend vaguement un bruit évoquant un marteau-piqueur quand soudainement, alors qu'il vient à peine d'émerger dans le couloir, Campos, toujours dissimulé, le prévient du danger imminent et lui ordonne de se mettre immédiatement à couvert. Il obéit évidemment sans hésiter, alors que les projectiles recommencent à siffler dangereusement dans le corridor. Il parvient à se protéger et à contacter le service de sécurité de l'hôtel via sa radio en leur demandant instamment d'alerter immédiatement les forces de l'ordre. À l'extérieur, la panique s'amplifie exponentiellement. Le centre d'urgence 911 reçoit une trentaine d'appels téléphoniques signalant qu'un individu est actuellement en train de tirer dans la foule. Malheureusement, il est extrêmement difficile pour les opérateurs du 911 de traiter efficacement ces informations car les témoins ne parviennent toujours pas à déterminer précisément le lieu d'origine des tirs. Certains témoignages indiquent que les tirs proviennent de l'hôtel Luxor, tandis que d'autres affirment que les tirs proviennent du Tropicana Las Vegas Hotel. Après avoir déchargé ses armes en direction de Shook et Campos à travers la porte blindée, Paddock regagne sa position près de la fenêtre brisée afin de reprendre ses tirs en direction du festival situé à plus de 450 mètres de sa position. Il commence à utiliser des armes entièrement automatiques, déchargeant des rafales de 80 à 100 projectiles consécutifs. Les festivaliers exploitent les rares instants de pause, lorsque Paddock doit recharger ses armes ou gérer la situation avec Campos et Shook, pour s'enfuir le plus loin possible de cette scène apocalyptique. Cependant, les barrières de sécurité installées ralentissent considérablement leur progression. Le chaos absolu règne devant la scène principale du Route 91 Harvest Festival. Les mélodies country ont été remplacées par les hurlements de terreur, le bruit métallique des impacts de balles et les sirènes stridents des véhicules de secours arrivés en quelques minutes seulement. Comme si cette horreur ne suffisait pas, sa soif insatiable de haine et de destruction le pousse à vouloir causer encore davantage de destruction. Paddock repère, à approximativement 600 mètres de sa position, un gigantesque réservoir de kérosène situé sur le site de l'aéroport international McCarran. Il tente à 8 reprises consécutives de le faire exploser en tirant dessus avec précision.
2 de ces projectiles atteignent effectivement le réservoir, dont un qui le pénètre partiellement. Heureusement, le kérosène possède des propriétés de combustible faiblement inflammables et n'explose pas comme il l'avait imaginé. Dans la zone du festival, la panique atteint son paroxysme. Le nombre de personnes grièvement blessées est considérable. Certains témoins tentent désespérément d'aider leurs proches touchés en leur prodiguant des soins d'urgence sur place, garrots improvisés, massage cardiaque. À 22h09, les premiers véhicules du Las Vegas Metropolitan Police Department, LVMPD, sont en route vers le lieu du drame. Ils reçoivent un message radio les informant que des tirs d'armes automatiques ont été signalés sur le site du festival, qu'il faut faire preuve d'une extrême prudence et se mettre instantanément à couvert. Durant leur trajet, les 2 agents prennent pleinement conscience de l'extrême gravité de la situation, notamment en raison de l'intonation particulièrement sérieuse utilisée par leur sergent. Ils comprennent que cette mission s'annonce particulièrement périlleuse, d'autant plus lorsque c'est seulement votre 2e journée de service. C'est précisément le cas de l'agent Brandon Engstrom, qui patrouille en binôme avec son supérieur Richard Cole. En cette journée, il ignore encore que cette nuit deviendra un véritable baptême du feu qu'il n'oubliera jamais. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux à 22h10, ils sortent immédiatement de leur véhicule, fusils chargés et prêts. À peine descendus de leur voiture de patrouille, un homme prénommé Frank vient solliciter leur aide d'urgence. Il s'agit d'un officier de police de Salt River en Arizona, présent au festival durant ses vacances. Il tient fermement dans ses bras sa femme Giovanna, inconsciente et grièvement touchée à la tête. Il supplie ses collègues de pouvoir la transporter immédiatement vers l'hôpital le plus proche. Comprenant instantanément que chaque seconde compte pour la survie de cette jeune femme, ils remontent tous dans leur véhicule et la conduisent en urgence au University Medical Center de Las Vegas. C'est précisément à ce moment qu'ils comprennent que la situation dépasse largement ce qu'ils avaient anticipé. Durant le trajet, l'agent Brandon Engstrom capte à la radio qu'un officier a été touché par un projectile et qu'il s'agit d'un camarade qui était avec lui à l'académie de police. Pour lui également, c'était seulement son 2e jour de service actif. Une fois la victime confiée aux équipes médicales, l'agent Richard Cole est profondément bouleversé par l'horreur qu'il est en train de vivre. Il inspire profondément, constate qu'il est entièrement couvert de sang et s'accorde brièvement un moment pour se nettoyer les mains. Son jeune collègue Brandon lui demande alors avec appréhension « Que faisons-nous maintenant ?» Richard lui répond sans hésiter « Let's go !» On y retourne immédiatement. Pendant ce temps, à 22h12, les agents parviennent à localiser précisément la provenance des tirs en apercevant des éclairs lumineux provenant du sommet de la façade nord du Mandalay Bay. Ils se retrouvent directement visés par les tirs et sont contraints d'intervenir avec une extrême prudence en se protégeant derrière leur véhicule. Leur mission à cet instant précis consiste à établir rapidement un état des lieux afin de transmettre des informations détaillées sur la situation à leurs collègues qui arriveront en renfort. Ils s'occupent simultanément de gérer la panique des civils en tentant de les orienter vers des zones sécurisées en leur communiquant des consignes de sécurité claires. Ils réquisitionnent les pick-up appartenant aux citoyens pour les transformer en ambulances improvisées, les véritables ambulances étant totalement dépassées par le nombre colossal de victimes et l'ampleur catastrophique de la situation. Les festivaliers utilisent toutes sortes d'objets disponibles pour venir en aide aux blessés. Les barrières de sécurité métalliques sont transformées en civières de fortune. Certains dénichent même des brouettes pour évacuer les victimes. 2 officiers de police se précipitent immédiatement au 31e étage du Mandalay Bay. Ils perçoivent distinctement des salves d'armes automatiques tirées depuis l'étage immédiatement supérieur. Stephen Paddock répand la terreur durant 10 minutes, qui semblent interminables pour les milliers de festivaliers. Au final, cet Américain décharge plus de 1000 cartouches en utilisant différentes armes, n'accordant que quelques secondes de répit aux victimes lors de ces rechargements d'armes. À 22h17, les détonations ont finalement cessé depuis 2 minutes. Les agents de police atteignent le 32e étage et découvrent Campos, qui leur communique l'emplacement exact de la chambre du tireur. Cette information précieuse leur fait économiser un temps considérable. Ils ne perçoivent aucun son provenant de l'intérieur de la chambre suspecte.
De 22h19 à approximativement 22h30, 8 agents du LVMPD se déploient stratégiquement dans tout l'hôtel et inspectent méthodiquement chaque chambre de chaque étage. Ils avertissent les occupants de la gravité de la situation et leur ordonnent de demeurer enfermés dans leur chambre pour assurer leur protection. Ils font évacuer Campos afin qu'ils puissent recevoir des soins médicaux appropriés pendant qu'ils entreprennent de sécuriser l'étage de manière extrêmement méthodique. Un premier membre de l'unité SWAT les rejoint sur place. Le SWAT constitue une unité d'intervention hautement spécialisée dans les assauts tactiques complexes, mobilisés lors de situations de prise d'otages, d'actes terroristes, etc. Habituellement, quand vous apercevez ces unités débarquer dans votre quartier, cela signifie que la situation est extrêmement grave. Ils aperçoivent les caméras de surveillance installées par Paddock avec les câblages qui pénètrent dans la chambre, ce qui génère de nombreuses interrogations inquiétantes. Le suspect est-il toujours en vie? Y a-t-il plusieurs complices à l'intérieur? La chambre contient-elle des dispositifs explosifs? Toutes ces incertitudes rendent la mission encore significativement plus complexe et dangereuse. Les forces de l'ordre établissent des positions stratégiques dans l'ensemble du corridor. Certains hommes se dissimulent derrière les encadrements des portes. D'autres sont allongés à plat ventre au sol, armes pointées, prêts à riposter. La partie la plus difficile reste encore à accomplir. À l'extérieur, un poste médical avancé est rapidement installé dans lequel les blessés sont triés et répartis selon la gravité critique de leur état. La circulation sur le strip est totalement bloquée pour permettre aux véhicules d'urgence de circuler plus aisément. Les hôpitaux de Las Vegas activent leur protocole d'urgence Mass Casualty Incident, événement à victimes multiples. Ce protocole vise à maximiser l'efficacité lorsque le nombre de victimes met à rude épreuve l'ensemble des ressources médicales disponibles. Le personnel hospitalier a été formé pour évaluer rapidement les blessures et répartir les blessés dans les services appropriés le plus rapidement possible. Une équipe complète du SWAT progresse méthodiquement dans le Mandalay Bay en empruntant les escaliers. Ils atteignent le 32e étage et se retrouvent face à la porte préalablement bloquée par Paddock qui donne accès au corridor. Ils parviennent à la forcer et détruisent immédiatement un néon lumineux situé juste au-dessus de leur tête pour dissimuler leur position dans la pénombre. Ils installent ensuite un dispositif explosif sur la porte de la chambre 3235 afin de pouvoir y pénétrer par effraction. Lorsqu'ils pénètrent enfin à l'intérieur, ils découvrent le cadavre de Stephen Paddock, qui a mis fin à ses jours en se tirant un projectile dans la bouche. La suite ressemble davantage à un stand de tir professionnel qu'à une chambre d'hôtel. 24 fusils d'assaut sont dispersés un peu partout dans la pièce. Des dizaines de chargeurs supplémentaires également. Ils pénètrent ensuite dans la chambre contiguë, la 3234, afin de sécuriser intégralement la zone. À 23h27, la police communique par radio que le suspect est décédé et que le bâtiment est entièrement sécurisé. Ils descendent au rez-de-chaussée et annoncent aux milliers de clients de l'hôtel qu'ils ne courent plus aucun danger. Par la suite, les policiers retournent sur le site du festival afin d'apporter leur assistance aux personnes toujours présentes sur place. Certaines sont grièvement blessées, d'autres demeurent cachées, terrorisées, profondément choquées par ce qu'elles viennent de vivre. Une fois que toutes les personnes vivantes et blessées sont évacuées, les policiers ont encore une mission particulièrement difficile, celle de rester aux côtés des corps sans vie jusqu'à ce qu'ils soient récupérés par les services compétents jusqu'à 8h du matin, un moment particulièrement traumatisant pour l'officier Cole. Plus tard dans la journée, les policiers Cole et Engstrom décident de retourner à l'hôpital pour obtenir des nouvelles concernant Giovanna, la jeune femme qu'ils ont secourue à leur arrivée initiale sur les lieux. Lorsqu'ils interrogent une infirmière, elle leur confirme qu'elle se souvient de cette patiente et qu'elle se trouve quelques étages au-dessus. Sur le moment, les deux collègues sont agréablement surpris d'apprendre qu'elle est toujours en vie, malgré son état critique quelques heures auparavant. Lorsqu'ils la voient allongée dans son lit d'hôpital, sachant qu'elle a survécu, ils décrivent cet instant comme une lueur d'espoir minuscule dans cette journée apocalyptique. Pour Frank, le compagnon de Giovanna, la réactivité exceptionnelle des deux policiers a indéniablement fait la différence et lui a sauvé la vie. Rapidement, les premières statistiques de cette catastrophe sont communiquées. Elles glacent le sang.
58 personnes ont perdu la vie et plus de 850 ont été blessées, dont 413 par projectiles d'armes à feu. 31 personnes sont décédées directement sur le site du concert et 27 ont succombé des suites de leurs blessures dans les hôpitaux. Il s'agit officiellement de la fusillade la plus meurtrière jamais enregistrée dans l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, ce bilan s'est malheureusement encore alourdi, puisqu'en 2019 et 2020, 2 femmes supplémentaires sont décédées des complications consécutives à leurs blessures par balle. Le décompte final atteint donc 61 décès, en incluant le tireur lui-même, 38 femmes, 23 hommes et 867 blessés. Les victimes étaient âgées de 20 à 67 ans. Le 2 octobre, aux premières heures du matin, le shérif Lombardo confirme publiquement que l'auteur de la fusillade s'appelle Stephen Paddock. Quelques heures plus tard, l'état d'urgence est officiellement levé dans l'ensemble du comté de Clark. Maintenant que la tempête s'est dissipée, il devient crucial de comprendre qui était véritablement Stephen Paddock, quelles motivations ont pu le pousser à agir. Comment un homme apparemment sans antécédent judiciaire a-t-il pu décider de détruire autant de vies innocentes? D'après les premières doutes et conclusions de l'enquête, Paddock avait méticuleusement et minutieusement préparé son attaque. Les enquêteurs ont découvert dans sa chambre d'hôtel une feuille de papier sur laquelle il avait effectué des calculs précis concernant la distance, la trajectoire balistique des projectiles et l'influence du vent entre sa suite et le festival. Lors d'une conférence de presse, le shérif a révélé qu'il existait des preuves suggérant que Paddock envisageait initialement de s'échapper avec l'aide potentielle d'un ou plusieurs complices. Les enquêteurs ont également découvert dans sa chambre un gilet pare-balles et un masque à oxygène qui n'ont finalement pas été utilisés. L'enquête officielle conclut que Paddock a agi en solitaire, sans motivation clairement identifiable. Il n'était affilié à aucun groupe haineux, organisation terroriste ou mouvement idéologique particulier. Mais alors, pourquoi? Pour tenter de comprendre, retraçons l'histoire personnelle de cet homme apparemment dénué d'empathie. Stephen Paddock est né en 1953 dans l'Iowa. À l'âge de 7 ans, son père est arrêté pour avoir braqué une banque et se retrouve incarcéré. 9 ans plus tard, son père s'évade de prison et devient l'une des personnes les plus activement recherchées par le FBI. Difficile d'imaginer pire modèle paternel, au point que sa mère lui a raconté au moment de l'incarcération que son père était décédé dans un accident de voiture pour lui épargner la vérité. Comme mentionné précédemment, Stephen Paddock a connu une carrière prospère dans le secteur immobilier puisqu'il possédait sa propre entreprise qu'il a cédée pour environ 2 millions de dollars et possédait plusieurs biens immobiliers. Paddock souffrait d'une dépendance pathologique aux jeux d'argent. Il se rendait très régulièrement à Las Vegas pour y dilapider son argent, particulièrement au poker en ligne et aux machines à sous. Il s'était marié et avait divorcé à 2 reprises avant de partager sa vie avec une nouvelle compagne dans la petite municipalité de Mesquite située dans le Nevada. Les commerçants locaux et ses voisins le décrivent comme un individu particulièrement discret qui communiquait très peu avec autrui. Il appréciait les voyages. Il avait d'ailleurs effectué une vingtaine de croisières au total, dont 9 en compagnie de sa partenaire, et avait même obtenu son brevet de pilote privé qui lui permettait de profiter de ses 2 petits avions personnels. Avec tous ces éléments, on pourrait penser qu'il menait une existence plutôt normale et équilibrée. À quel moment précis a-t-il basculé? Car il n'était même pas fiché par les services de police. Ses seuls démêlés avec la justice concernaient premièrement une infraction mineure au code de la route qui avait été rapidement résolue et deuxièmement, par une ironie du sort, il avait intenté un procès contre la police de Las Vegas en 2012 après avoir glissé sur un obstacle au sol et s'être blessé. Les réponses à nos interrogations demeurent toujours manquantes. La police a donc interrogé longuement sa compagne pour obtenir davantage d'informations sur Stephen. Selon son témoignage, il ne parlait jamais de politique, n'était engagé dans aucun groupe ou mouvement particulier. Quelques mois avant le drame, il n'était pas inhabituel que Paddock sente l'alcool dès les premières heures de la matinée. Il paraissait relativement déprimé et développait une dépendance croissante pour des anxiolytiques. Les effets secondaires de ces médicaments peuvent être considérablement amplifiés lorsqu'ils sont combinés avec de l'alcool.
Cependant, son autopsie a révélé qu'il n'était sous l'influence d'aucune substance, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou de médicaments au moment de perpétrer la fusillade. Nous découvrirons ultérieurement par l'intermédiaire du shérif que Paddock avait perdu une portion significative de sa fortune en 2015 et que son état mental aurait commencé à se détériorer progressivement à partir de cette période. En 2023, le FBI a publié des documents qui suggéraient que l'acte de Paddock était potentiellement motivé par le traitement défavorable que subiraient certains joueurs dans des casinos particuliers. Néanmoins, la police de Las Vegas a formellement rejeté cette hypothèse et continue d'affirmer que le mobile demeure inconnu. Paddock entretenait une véritable obsession pour les armes à feu, probablement excessive. De 1982 à 2016, il procède à l'acquisition de 29 armes diverses, incluant des armes de poing et des fusils de chasse. Et d'octobre 2016 au 28 septembre 2017, en l'espace d'à peine une année, Paddock fait l'acquisition de 55 armes à feu supplémentaires. Sa compagne remarque effectivement qu'il achète davantage d'armes à feu qu'à l'accoutumée, mais pour elle, il s'agit simplement d'un nouveau passe-temps et elle ne trouve pas particulièrement alarmant qu'il accumule plus de 50 fusils d'assaut. De surcroît, il établit des relations commerciales avec Douglas Haig, un ingénieur aérospatial qui vend parallèlement des munitions sans détenir la moindre licence fédérale pour exercer cette activité, évidemment. Il lui vend des projectiles perforants et plus de 700 cartouches traçantes de manière totalement illégale. Les enquêteurs ont retrouvé ces empreintes digitales sur les cartouches non utilisées découvertes dans la chambre de Paddock et il a été condamné à 13 mois d'emprisonnement avec interdiction définitive de posséder armes et munitions. Un autre élément démontrant que son acte était profondément réfléchi et organisé. Plusieurs semaines avant son attaque, il envoie sa compagne aux Philippines en lui offrant une surprise, un billet d'avion, puis un chèque de 100 000 $ pour qu'elle puisse s'acheter une propriété. Durant ce temps, il est repéré par des caméras de surveillance en compagnie de prostituées, puis dans un stand de tir situé près de son domicile, 48 heures exactement avant l'attaque. Il avait tout planifié depuis des mois et n'a jamais abandonné son projet. En 2023, une dizaine de lettres, expédiées par l'un de ses amis proches, Jim Nixon, sont retrouvées dans un immeuble abandonné de Mesquite. Dans ses correspondances, Jim, avec qui Paddock allait régulièrement pêcher, lui exprime ses préoccupations croissantes concernant sa santé mentale. « Puis-je t'aider à trouver quelqu'un pour t'accompagner ? Je sais parfaitement que tu me mens. Je t'en supplie, ne va pas blesser ou tuer des personnes innocentes qui n'ont absolument rien à voir avec toi. Je suis profondément inquiet de la manière dont tu t'exprimes ces derniers temps. J'ai réellement peur que tu commettes quelque chose de terrible. » Interrogé par la chaîne CNN, Nixon évoque un Paddock transformé, devenu agressif et rempli de haine durant les mois précédant l'attaque, rongé par une colère sourde et profonde contre la société dans son ensemble. Mais pourquoi n'a-t-il jamais alerté les autorités policières ? Nixon se défend en expliquant « Je ne savais absolument pas qu'il commettrait quoi que ce soit de concret. Je ne pouvais pas lire dans ses pensées. » Après la tuerie, il ne pensait initialement pas que Paddock en était l'auteur. Mais lorsque les autorités ont officialisé son identité, il s'est dit « Mon Dieu, quel idiot j'ai été !» En conclusion, quelles ont été les véritables conséquences de cette attaque ? Les choses ont-elles réellement changé ? Des leçons ont-elles été tirées de cette tragédie ? Des mesures concrètes ont-elles été adoptées ? Des responsabilités ont-elles été assumées ? Ou bien, après le choc initial, tout est-il progressivement retourné à la normale ? La réalité s'avère plutôt contrastée et décevante. Il y a d'abord eu ces gestes d'humanité immenses et spontanés. Des personnes sont restées sous les tirs pour porter secours aux blessés, d'autres ont utilisé leurs propres véhicules pour transporter les victimes vers les établissements hospitaliers, et au petit matin, des files d'attente interminables se sont formées pour donner leur sang. En l'espace de quelques heures, Las Vegas s'est transformé en un puissant symbole de solidarité humaine. Puis sont arrivés les discours officiels convenus. Le président Donald Trump a publiquement dénoncé un acte de mal absolu. Les drapeaux ont été mis en berne dans l'ensemble du pays et 1 minute de silence a été observée à la Maison-Blanche. Cependant, derrière ces paroles, la population attendait surtout des actions concrètes. Les jours qui ont suivi, il a naturellement été interrogé sur la question du contrôle des armes à feu dans le pays, mais il a systématiquement refusé d'engager ce débat
et écarter la question. Sur le plan législatif, seul un changement a été concrètement adopté, l'interdiction des bump stocks dans une dizaine d'États américains. Les bump stocks sont des accessoires qui permettent d'augmenter drastiquement la cadence de tir des armes semi-automatiques pour imiter le fonctionnement d'armes automatiques. Ce sont précisément ces accessoires qui avaient permis à Paddock de décharger environ 1000 projectiles en seulement 10 minutes. Pour le reste, malgré l'ampleur exceptionnelle du massacre, les législations sur les armes à feu sont demeurées quasiment inchangées au niveau fédéral. Quelques manifestations protestataires contre le port d'armes ont été organisées dans certaines villes des États-Unis et un hashtag Gun Control Now est devenu viral sur les plateformes de réseaux sociaux. À l'échelle locale, le Mandalay Bay a considérablement renforcé ses mesures de sécurité, notamment en mettant en place des programmes de vérification de bagages suspects avec l'aide de chiens détecteurs. Le directeur de l'établissement a publiquement exprimé sa douleur profonde et affirmé catégoriquement que plus jamais une telle tragédie ne devait pouvoir se reproduire dans son établissement. Le festival Route 91 Harvest, quant à lui, n'a plus jamais été organisé depuis cette nuit tragique. Et pour que les victimes ne tombent jamais dans l'oubli, un mémorial permanent a été érigé et inauguré à Las Vegas. Sur le plan judiciaire, des centaines de victimes et leurs familles ont intenté des poursuites contre MGM Resorts, propriétaire du complexe Mandalay Bay, pour négligence grave en matière de sécurité. L'entreprise a même tenté de se protéger juridiquement de manière controversée. Pour ce faire légalement, le groupe invoque le Safety Act, une législation adoptée après les attentats du 11 septembre. L'entreprise affirme que la sécurité du concert était confiée à CSC, une société certifiée par le gouvernement fédéral. Conséquence: en cas d'attaque terroriste, la responsabilité légale retombe sur l'État fédéral, pas sur l'entreprise privée. Cette manœuvre juridique a profondément choqué et indigné l'opinion publique. Finalement, en 2020, un accord amiable est conclu. La somme colossale de 800 millions de dollars est versée aux victimes survivantes et aux familles des défunts. Il s'agit de l'un des règlements financiers les plus importants jamais conclus dans le cadre d'une fusillade de masse aux États-Unis. Et pourtant, malgré toutes ces procédures, tous ces millions versés, toutes ces conférences de presse, une question fondamentale continue de hanter cette affaire. Pourquoi, à ce jour, le mobile réel de Stephen Paddock demeure un mystère absolu? Aucune revendication, aucun message explicatif, rien du tout. Seulement un vide abyssal et 60 vies brutalement volées. Car derrière chaque statistique froide, il y avait un prénom unique, un sourire particulier, une famille aimante. Et pour ceux qui survivent, le silence oppressant qui a suivi les détonations est parfois encore plus insupportable et lourd que les coups de feu eux-mêmes. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également à ceux qui s'abonnent et qui prennent le temps de laisser un like. Un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. C'est le soutien gratuit le plus précieux que vous puissiez nous offrir. À bientôt pour une nouvelle histoire sur notre chaîne.